Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. Entretien du jour avec un homme qu'on dirait un homme à tout faire, puisqu'il est dans la littérature en tant qu'auteur et éditeur. Il est aussi dans les nouvelles technologies, puisqu'il met en route des nouvelles manières d'apprendre et surtout des nouveaux outils pour vous permettre de vous familiariser avec ces technologies qui nous entourent et qui régissent désormais nos vies. Monsieur Likassi Maha, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors je disais que vous êtes un homme à tout faire, est-ce vrai? Un homme à tout faire, peut-être pas. En fait, ça dépend de la personne qui le dit. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je donne ce que j'ai. Je le propose aux autres. J'ai appris quelque chose et je dois le mettre à la disposition des autres. C'est tout ce que je fais. Maintenant, les qualificatifs après, ça dépend de ceux qui reçoivent. Nous, on l'a très bien reçu. C'est pour ça qu'on va explorer avec vous, en fait, un pan de votre vie, notamment sur ce côté littérature. Alors aujourd'hui, vous le savez, l'édition change et vous avez pris la résolution, en fait, je dirais, de révolutionner l'édition un peu à la congolaise, en fait. Partons du livre papier pur et dur pour la virtualité, en fait, des contenus. Absolument. Il n'y a pas que le livre et la littérature qui changent, c'est le monde entier qui change avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur ces technologies qui nous permettent d'aller de l'avant. Si jamais on reste en marge, on aura encore un retard, comme on l'a déjà acquis il y a 500 ans ou je ne sais pas de combien d'années. Aujourd'hui, nous apprenons ces connaissances dans les mêmes universités, dans les mêmes écoles que ceux qui le font à l'Europe ou aux États-Unis. Donc, autant les mettre à disposition de notre public. Dans le domaine de la littérature plus précisément, vous évoquiez, ce que je fais, c'est une maison d'édition numérique qui met en place des livres au sens numérique depuis 2015. D'ailleurs, nous nous sommes rencontrés, vous vous rappelez, au Salon du Livre de Paris, où nous avons travaillé là. Et aussi, ce qui pousse plus de pouvoir le faire, c'est parce que beaucoup au pays disent que les jeunes ne lisent pas ou ne lisaient plus. Bon, il y a plusieurs questions qui se posent. Le livre papier coûte cher et il n'est pas très accessible parce qu'il n'est pas toujours disponible. Mais les jeunes aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, sont sur Internet et ils peuvent télécharger ou ils peuvent lire par exemple en streaming. Moi je fais aussi en même temps avec les éditions Canal du livre papier. On n'a jamais atteint un public autant que sur les nouvelles technologies sur Internet. Donc technologie 1, papier 0. Enfin, je ne sais pas si on vous entend, puisque vous n'avez jamais atteint autant de monde par le biais de la digitalisation par rapport au livre papier tout seul. Alors, je ne partirai pas sur... C'est pas un match de foot. Hein, non, c'est pas un match de foot. Oui, d'accord, ok. Ce n'est pas un match de foot en soi. Oui. On ne va pas comptabiliser comme ça parce que le contexte n'est pas le même en soi. Le contexte n'est pas le même. Je prends juste un petit exemple. Je tente personnellement une expérience depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, j'écris un roman feuilleton qui parle des valeurs de la culture noire, des Noirs, sur Internet, sur Facebook. Donc j'ai une page qui s'appelle La couleur d'origine. Donc je mets des extraits depuis 2 semaines et chaque semaine, il y a plus de 5000 personnes qui lisent et qui acceptent d'acheter. Sur ce point. Alors, d'un côté, je ne pense pas que les éditions, que ce soit les éditions Canal où je travaille, ou d'autres maisons d'édition qui sont les grandes maisons, comme les Gallimard, Seuil ou autres, ont vendu ou à terre autant de personnes en 1 semaine par rapport à ce domaine-là. Donc je dis oui. Donc à ce moment-là, ceux qui lisent en majorité, quand on regarde les statistiques, c'est évidemment les jeunes qui ont entre 13 ans jusqu'à 35 ans. Le monde digital, souvent qualifié de virtuel, est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie création littéraire dans ce monde-là? Vous parlez en fait de cette œuvre que vous avez mise en route sur les réseaux sociaux, exactement. Est-ce qu'il y a une vraie création littéraire qui est inspirée, en fait, qui soit inspirée par les nouvelles technologies? Non, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs. Aujourd'hui, tout le monde pense et rêve encore du livre papier. Ce qu'on essaie aujourd'hui de faire, c'est de transposer ce qui est sur le livre papier pour le mettre dans le numérique. Maintenant, comme les deux choses ne vont pas de pair, ça ne fonctionnerait pas. Comme si on transposait, par exemple, ce qui se fait à la radio, à la télé. Vous savez donc, oui,
il y aura des images, oui, les gens parleront, mais ça ne sera pas pareil, ça n'a pas le même effet. Maintenant, il faudra qu'on pense nouvelles technologies, c'est-à-dire que les choses évoluent, les choses avancent. Il faut être dans l'air du temps, être fils de son temps. Il faut arriver à penser comme si ces nouvelles technologies étaient toujours là. Sinon, on n'arrivera jamais. Il n'y a pas encore de la création. Ce que je tente là, c'est juste une première étape qui est... je me suis une étape qui fonctionne. Hein, parfaitement, je suis surpris. Je suis surpris de voir autant de monde. Et encore, je pensais que ce serait uniquement les personnes qui seraient en France, etc. Mais non, c'est toute l'Afrique, c'est les Antilles, c'est Haïti, c'est la Martinique, c'est la Réunion. Et tout le monde, à chaque fois, demande qu'il y ait une suite de suite. Parce que par semaine, c'est hebdomadaire. Les extraits sont hebdomadaires. Maintenant, quand on lit les commentaires, c'est la suite. Et il n'y a pas moins de 200, 300, 400 commentaires. C'est incroyable. Voilà, alors parlons déjà d'une première maison d'édition que vous avez créée, c'est Ibuku. Alors Ibuku aujourd'hui, quels sont les chiffres si vous me permettez, parce que souvent quand on est dans le monde digital, ce sont les chiffres qui parlent. Absolument. Alors Ibuku, c'est une bibliothèque numérique. Donc l'origine du mot Ibuku, c'est que c'est Buku dans donc, la langue du Congo, qui est beaucoup le livre, et I, donc le livre numérique. La bibliothèque a pour objectif de réunir un certain nombre de livres des auteurs et écrivains de l'Afrique subsaharienne et de la diaspora pour pouvoir les mettre à disposition, toujours des lecteurs, sur le même principe qu'il faut leur mettre des livres à disposition. Cette fois-ci, ça ne sera pas une bibliothèque, je vais dire une maison d'édition qui met à disposition, ça passe par une bibliothèque qui a d'autres raisons, il peut avoir des abonnements pour pouvoir le lire. Ça fait donc, je disais, ça fait 2 ans. Alors, je dois avouer qu'au départ, je me suis confronté à un certain nombre de choses, surtout avec les droits d'auteur qui sont détenus par les maisons d'édition, qui n'avaient pas envie de pouvoir céder ces droits-là, parce que, encore une fois, c'est un nouveau secteur qui n'est pas cadré, où ils ne savent pas où vraiment aller, et ils ne voulaient pas donc céder ces droits-là. Et donc j'ai travaillé avec un certain nombre d'auteurs qui avaient eux-mêmes leurs droits. Et aujourd'hui, on a aux alentours de 2500 livres qui sont à disposition. Alors, on y accède comment? Il faut le dire, on y accède comment à Ibuku? On y accède sur le portail Ibuku, donc www.ibuku, donc e2ok2o.com. Et quand on accède, donc on s'inscrit, comme on s'inscrit à une bibliothèque classique, le nom, le prénom, etc. Et puis, quand on regarde les livres, une fois les livres, on choisit le livre qu'on a besoin, soit de louer, c'est-à-dire de s'abonner pour pouvoir le voir sur place, ou soit de le télécharger et acheter. Et tout ça, c'est avec son téléphone, hein, ou encore avec smartphone, ou tablette, tout ce qu'il veut. Hein. On est sur les nouvelles technologies, cher monsieur Makosso. C'est évidemment donc avec le téléphone portable, avec donc la tablette ou l'ordinateur de bureau. Alors, petit bémol, dans un certain nombre de pays d'Afrique plus précisément, il y a parfois des problèmes de data. Ah oui, ça l'aide mon évolution. Vous avez emprunté au Congo le mot beaucoup, donc le Congolais qui a un petit capicavo dira aussi, mais moi ici, comment je fais pour accéder à cette bibliothèque, puisque les data posent quand même un problème. Ça pose énormément de problèmes, le data. Alors, pour le moment, on n'a pas encore trouvé la solution par rapport à cela. J'avais pensé à un certain moment passer par le RSS, ou donc de passer juste le faire par les SMS, mais ça coûte aussi cher. Donc la solution n'est pas encore trouvée. J'espère tout simplement que ceux qui ont le haut débit puissent le mettre en place le plus rapidement possible pour que tout le public puisse y accéder et lire les livres comme il peut. Alors prenons le cas du Congo, normalement le haut débit est accessible, d'après ce que disent les autorités. Oui, normalement. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que le data qui est à disposition, je ne sais même pas si c'est le 3G, le 4G qui est là-bas, si c'est à disposition, mais ils pourront peut-être acheter, mais le commun des mortels ne pourra pas y avoir accès encore pour le moment. Voilà, mais quand même aujourd'hui, le commun des mortels peut avoir accès à ID+, enfin ID+, que c'est votre maison d'édition. Les éditions plus, absolument. Les éditions plus, pardon, oui. Voilà, là, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de data pour pouvoir y accéder. Donc, on peut y avoir pour Ibuku. Il y a des gens qui y vont pour pouvoir télécharger, qui puissent l'avoir aussi. Mais le retour que j'ai, c'est qu'il y a énormément de difficultés, le problème de data. Donc, il faut s'entendre. Donc, que ce soit pour Ibuku, pour les éditions plus, un problème de data quand on est dans les pays où... Pour Ibuku, ça passe plus. Pour Ibuku, on n'a pas besoin vraiment de data pour pouvoir le faire. Je vais dire, non, pour les éditions plus, excusez-moi. Pour les éditions plus, c'est simple, on vient, on achète, on prend et on y va. Ça s'arrête là. Mais non, pour Ibuku aussi, on a besoin, par exemple, de lire un livre en ligne.
Par exemple, on a 200 pages et 300 pages, ça pose de problème. Oui, ça pose un vrai problème. Voilà. Maintenant, si c'est juste le problème de téléchargement, on télécharge, il suffit qu'on ait de l'espace dans son matériel, son support, et on télécharge. Comment est-ce que vous gérez la question de droit, Malikassi? Parce qu'on se dirait, bon, dans le monde réel, entre guillemets, du papier, on connaît comment se passe le droit. Et sur le plan virtuel, est-ce qu'on a les mêmes droits? Est-ce que les auteurs ont les mêmes droits? Alors, ils n'ont pas les mêmes droits, mais il y a des droits qui existent. C'est des droits qui sont partagés entre donc, la maison d'édition ou la bibliothèque en termes de pourcentage de téléchargement ou de lecture, de visionnage. Oui. Donc on est rémunéré, quoi. Hein? C'est pas quelque chose qui est fait bénévolement, c'est quelque chose qui est rémunéré. Oui, absolument. Normalement, en fonction. Il y a des contrats déjà avant qu'on puisse donc avoir un livre, qu'on puisse le publier ou pas. Il y a un contrat qui est signé entre les éditions, plus ou plutôt donc avec les responsables d'Ibuku. Et à partir de là, il y a un pourcentage, une partie qui vient donc aux éditions ou à la bibliothèque et une autre qui revient à l'auteur. Voilà, quelque chose qui revient à l'auteur. Alors, Malikassi, on a bien vu que le monde de l'édition, vous y connaissez, puisqu'avec les éditions Kana ou encore Ibuku et les éditions Plus, vous y êtes de plein pied, mélangeant le papier et le digital. Vous-même, vous avez été primé, en fait, vous êtes aussi un auteur, hein. Non seulement que vous éditez, mais vous écrivez aussi. La RATP, donc c'est la Régie Autonome des Transports Parisiens, en fait, vous a primé il y a quelques mois. Il faut le dire que vous avez été lauréat du prix FETCAN Maryse Condé pour votre premier recueil de poèmes, Voyage itératif. Alors tout à l'heure, je vous charriais un peu sur le titre de cette œuvre, Voyage itératif. On n'est toujours pas loin de technologie, de quelque chose, Malikassi. Absolument, absolument. Je sais vous taquiner tout à l'heure. Vous savez, hein, quand on est marié avec une femme, hein, il faut être marié pour la vie, quoi, pour le bien et pour le pire. Je suis marié à la technologie, aux nouvelles technologies et au numérique, et c'est pour le pire et pour le meilleur. Voilà. Parlons de voyage itératif. Alors voilà, je voudrais juste faire un petit explicatif. Évidemment, je suis lauréat donc, du prix RATP 2016, mais je ne suis pas lauréat du prix FETCAN. J'ai été sélectionné. Ah d'accord, excusez-moi. C'est tout à fait pas. Le livre est tellement bien que je me suis dit que vous pouviez tout avoir. En fait. Non, merci beaucoup. Non, mais j'ai été sélectionné donc, pour cela. Et donc la sélection finale, je n'y étais pas, mais c'est déjà un grand pas pour ce livre qui est une première. C'est pas parce qu'on est éditeur que forcément on écrit bien, que forcément on sait faire. Un éditeur donc est là pour pouvoir prendre les livres et donc prendre conseil auprès d'autres personnes aussi, hein, qui sont les correcteurs, qui sont les conseillers aux livres et autres. Et quand toutes ces personnes-là se réunissent et se rendent compte que c'est bien, donc on peut éditer. Et donc c'est un premier essai, une première tentative que j'ai faite avec dans ce livre-là, le voyage itératif. Et j'ai été heureusement surpris qui retiennent donc, cette attention des professionnels du monde du livre. Et donc je pense que je vais continuer plus tard. Alors, votre question qui était que je vous en parle du voyage itératif. Le voyage itératif qui, le sous-titre est Plaidoirie pour mon pays natal. Je fais partie de ceux qui ont quitté le pays il y a bien longtemps. Au siècle dernier, on peut le dire. Oui, et au millénaire dernier, hein, je dirais plus. Au millénaire dernier, au siècle dernier. Et après, ayant vécu très longtemps à l'étranger, il y a parfois des rapports qui sont distendus, parfois on ne s'y retrouve plus. Et quand on y retourne, il y a un phénomène assez incroyable qui est qu'on ne se retrouve plus chez soi. On ne se retrouve plus chez soi. Et il y a une part de nous qui est là et une autre part qui n'est plus là. Moi, je vis à cheval entre, je vais dire, trois continents, deux continents. Il y a donc l'Europe, il y a donc les États-Unis et aussi l'Afrique. Ce livre m'a été inspiré par le fait que quand je suis, par exemple, en France, je suis traité de sale noir. Je vais aux États-Unis, sale français. Je vais en Afrique, quelqu'un de la diaspora. Donc, il se pose un problème où je vais me situer dans ce voyage-là. C'est ce fameux voyage itératif. Étant donné que itératif, ça veut dire donc aller-retour. Hein, donc, c'est un voyage qui est continuel, etc. Dans ce voyage, vous le disiez tout à l'heure avec à propos que c'est un livre qui pose le problème de la quête d'identité. C'est la quête d'identité parce qu'une fois qu'on a quitté chez soi
Et quand on revient des années plus tard, on ne se reconnaît pas soi-même et les autres personnes ne vous reconnaissent pas. Alors, où faut-il se placer dans ce cadre-là? Ça, c'est donc le premier thème, donc c'est celui de l'interculturalité en soi. Parce qu'on me demanderait, par exemple, de revenir chez moi avec la culture que j'avais avant, mais entre-temps, quand je suis dans un autre pays, j'ai acquis autre chose. Je suis ce que j'ai été plus autre chose. Je ne suis plus la même chose. Oui. Maintenant, alors quand j'arrive dans un autre pays, on me demande d'être juste dans ce pays-là. Non, j'ai ce que j'ai amené de chez moi et j'ajoute ce que j'ai ici. C'est ça, évidemment, donc le thème principal du voyage itératif. Alors, c'est un voyage qui n'a pas de fin, hein, je veux dire. Tant que vous restez, notamment dans le cas qui est le vôtre, en balade entre les 3 continents, c'est sûr que c'est difficile de vous planter une identité spécifique. Alors, ça ne sera pas une identité unique, je pense que ce sera une identité multiple. Il faut que je fasse l'effort de pouvoir être en connivence avec tous les pays qui sont où je suis implanté, où j'habite, et que les autres personnes qui sont dans ces pays-là puissent m'accepter, n'est-ce pas, avec ce que j'ai en plus. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. La majorité des auteurs de la diaspora vivent cette crise. Vivent ce problème-là. Oui. Vivent ce problème-là. Et dans beaucoup de livres, évidemment, on ne le retrouve peut-être pas aussi dans le sens de ce que je dis, mais évidemment, ça se ressent. Voilà, ça se ressent. Alors, Malik Kassi, vous allez peut-être nous lire un extrait de ce voyage itératif. Merci beaucoup. Alors, donc, le livre s'ouvre évidemment sur un texte qui est très patent par rapport à cela. J'y vais. Le sac et ressac de ma mère a tendance à me caresser la joue tendrement lorsque vient frapper à ma porte le mal du pays natal. Laissez tomber la pluie sur moi pour laver ces bulbes de sang qui poussent dans mon jardin. Laissez tomber la pluie sur moi pour laver tous ces siècles, ce millénaire de misère et de servitude de mon peuple, spolié, humilié, piétiné. Ils avaient cru qu'il suffisait de présenter les excuses sur un plateau d'argent pour que la personne offensée pardonne. Ils avaient oublié que la douleur est indélébile. À croire à l'oracle, une étoile germe au firmament à chaque fois qu'une goutte de pluie tombe sur moi. Laissez tomber la pluie sur moi. Voilà, nous allons maintenant laisser tomber la pub. Entre-temps, M. Likassi Maran, nous allons revenir tout à l'heure, puisque nous allons aborder avec vous cette partie liée aux nouvelles technologies, puisque vous avez créé l'Université connectée du Congo, vous avez créé une plateforme Ultimusica et vous avez aussi créé, en fait, je dirais, une application sur le climat, puisque vous êtes... Parlons déjà de votre implication dans les nouvelles méthodes. L'Université connectée du Congo, on vous disait, écoutez, moi je passe à Paris, j'ai jamais vu ça, je vais à Pointe-Noire, j'ai pas vu ça, c'est connecté où exactement? Qu'est-ce que c'est l'Université connectée du Congo, Malik Kassi? L'Université connectée du Congo, c'est le corollaire du FAN, c'est-à-dire d'une université où les cours sont mis en ligne sur Internet. Ces cours-là permettent aux étudiants de ne pas se déplacer, de les suivre chez eux et d'avoir des diplômes en cas de besoin. Ça, je parle du cas de la France et des États-Unis. Oui. Cet exemple, ça a été créé il y a pas très longtemps. Ça s'appelle les MOOCs. Les MOOCs, ce sont des cours vidéo postés sur Internet et que quand les étudiants, non, les apprenants, on ne les appelle pas les étudiants, les apprenants les suivent, ils échangent avec les professeurs et à partir de là... des vrais professeurs, hein, c'est pas des vrais professeurs, non, des vrais professeurs. Oui. Voilà. Alors, donc cette université, j'ai lancé il y a 2 ans environ. Il y a des cours qui existent dans plusieurs domaines qui permettent aux gens de pouvoir s'y connecter, de suivre et d'avoir des certifications. Ce n'est pas des diplômes pour le moment parce qu'il n'y a pas encore de mise en place de partenariat avec l'État. Pour le Congo, je veux déjà dire que ce cours-là est suivi massivement ailleurs, comme d'habitude. Oui. Pour le cas du Congo, il s'est posé un problème. Donc tous les contacts pris avec les différents ministères n'ont pas du tout abouti.
Et ensuite, je me suis dit, pour pouvoir atteindre le maximum du monde, il faudra que, au lieu de les mettre ces cours sur Internet, de les mettre à la télé. Pendant longtemps, ces cours sont passés à la télévision Top TV, où il y a eu énormément de personnes qui ont suivi et qui ont eu des certifications par rapport à cela. Alors, aujourd'hui, ces cours sont toujours disponibles, mais au Congo, ça ne passe pas. Alors, ça s'appelle l'Université connectée du Congo. Est-ce que c'est parce que les Congolais ne sont pas connectés Oui. ou c'est surtout ce problème de data, encore une fois, qui se pose peut-être? Voilà. Alors il faut quand même dire, Marie Cassis, c'est que c'est ce que nous l'avons suivi dès le départ, notamment avec votre partenariat avec Top TV, mais finalement ça n'a pas été vraiment probant puisque ça a été difficile à continuer cette expérience avec cette chaîne de télévision. Absolument. Alors, le problème, c'était deux choses. C'était premièrement la mentalité du Congolais. La mentalité du Congolais. Qui ne comprenait pas qu'il y ait des cours un peu comme ça chez soi dans son fauteuil, en regardant la télé, en fait, qu'on n'apprenait pas. Le Congolais ne comprenait pas, première chose. Et deuxième chose, c'est le côté assistanat mis en place, ou plutôt d'une façon latence au Congo. C'est-à-dire, il y avait des cours, les gens les suivaient, ils ne rendaient pas les devoirs à temps. Et ils ne venaient même pas, par exemple, quand il y avait des évaluations, alors mettre de l'argent, parce que le partenariat avec Top TV, ce n'était pas gratuit non plus, parce qu'on payait les plages pour pouvoir qu'ils puissent les diffuser. Alors on s'est dit, on prend du recul, on essaie de voir pour pouvoir le relancer. Maintenant, pour le moment, on a pris du recul et on est toujours sur Internet, mais on n'est pas à la télévision. Le peu de personnes qui ont eu la chance de pouvoir les suivre nous contactent toujours jusqu'à aujourd'hui pour nous demander où on en est. On avait même pensé de former des professeurs, c'est pas des professeurs, c'est des e-teachers, c'est-à-dire des professeurs qui sont à même de pouvoir faire ce cours-là sur place. Maintenant, vu que le retour qui est donné n'est pas celui-là, on continue aujourd'hui à travailler avec les autres personnes qui sont engagées d'autres pays, en attendant que ça s'ouvre un peu plus au Congo. Alors, je vais juste embrayer sur ça, c'est que quoi? C'est que dans nos universités où il y a pléthore, dans les salles de classe, où on ne peut pas, quand on va par exemple dans les amphithéâtres, il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas suivre des cours. Ce genre de système, ça permettrait de pouvoir gagner de la place et gagner du temps. Mais qu'est-ce qui fait que les autorités congolaises n'aient pas suivi, quoi, en fait? Pourtant, le projet, il paraît simple, il ne demandait pas un investissement important du côté des autorités congolaises, juste vous donner des arguments. Qu'est-ce qui fait que ces autorités étaient réticentes, en fait Les autorités n'étaient même pas du tout réticentes. Et ce que je veux dire, c'est que les autorités congolaises, en tout cas de l'époque, c'est les gens de personnes. Quand on les contacte avec les projets, ils vous disent oui, venez, venez, venez. Et quand vous arrivez, ils ne vous reçoivent pas, ils ont toujours des réunions, etc. Alors, en fin de compte, on se lasse. On se dit on va faire 100, on va faire profiter simplement d'autres personnes, le minimum possible, qui profiteront de cela que de l'attendre la masse. Voilà. En attendant la masse, vous avez aussi lancé, en fait, toujours faire 100, mais vous avez lancé une plateforme, en fait. Aujourd'hui, sur la musique, on peut écouter, télécharger la musique en streaming. Alors, comme vous l'avez certainement remarqué, je suis très investi du côté culture. Je pense que la base de la connaissance et, je vais dire, de l'élévation d'un peuple, c'est la culture. Quand on ne leur donne pas les moyens, du point de vue de la culture, je pense que le peuple n'aura pas toutes les connaissances qu'il faut. Donc, on a parlé de l'éducation, on a parlé donc du livre, et je pense donc pour la musique, c'est pareil. Alors, cette idée, c'est une plateforme de musique en ligne, encore une fois, puisque nous sommes toujours dans le numérique. Ça s'appelle Ultime Musica, et ça a pour objectif de pouvoir mettre en avant la musique subsaharienne et les diasporas africaines. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est tous, enfin, la majorité, savent que la musique se vend plus précisément maintenant en ligne. Donc, on télécharge, on regarde en streaming. Et dans les grandes plateformes comme les Amazon et autres, lorsqu'on s'y rend pour pouvoir chercher la musique, par exemple, noire ou la musique africaine, en particulier ou en général, on s'aperçoit que cette musique-là est cantonnée dans une catégorie qui s'appelle musique du monde. C'est-à-dire, on y met tout, c'est un fourre-tout. Donc, ils n'ont pas envie de pouvoir se fouler la tête pour pouvoir dire, voilà, là, c'est les genres de musique, c'est la rumba, c'est les makossa, etc. Alors que quand on voit les musiques, autres musiques, donc dites nobles, entre guillemets, le rock, etc., eh bien, il y a des catégories. Donc, quand on met ce fourre-tout, on ne découvre pas notre musique. On ne sait pas quelles sont ces différentes catégories.
Et l'outil musical, le premier but, c'était déjà de mettre en avant cette musique-là, de faire découvrir nos genres de musique, tout en sachant que la majorité des musiques dites nobles viennent des musiques noires. Le jazz, le rock, et aussi, ça descend des musiques noires. Et donc, c'était pour ça la première chose. La deuxième chose, c'est de permettre la visibilité à ces musiciens, au lieu d'être dans ces grandes plateformes-là. C'est vrai, les grandes plateformes, c'est très intéressant, parce qu'on y est. On a le nom. Quand on circule sur Internet, on voit la majorité des musiciens ou bien des auteurs-compositeurs mettre « Vous pouvez trouver ma musique sur la plateforme Amazon, etc. etc. » Mais quel impact ça? Ça n'a aucun impact, en vérité. Mais nous, on prend ces musiques-là, on les met en avant, on fait une communication particulière par rapport à ça, on se revendique de pouvoir mettre en avant que la musique noire. Bon, certains disent que c'est un peu de la discrimination. Oui, je l'assume, c'est de la discrimination, parce que cette musique-là a besoin d'être mise en avant. Voilà, une musique qui a besoin d'être mise en avant, mais c'est aussi le climat qui a besoin aujourd'hui d'être valorisé, puisque vous avez lancé une application, en fait, OSS Mon Climat. OSS Mon Climat, effectivement. Alors, ça, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis des années. Depuis des années, quand on voit le dérèglement climatique, les pays ou les zones les plus touchées sont les zones du sud. Quand il pleut, par exemple, on voit qu'il y a des inondations, des grandes inondations, les gens pataugent dans l'eau, où il y a des éboulements, où il y a de la sécheresse, tout ça, ça se passe au sud. Mais quand il faut aider, par exemple, les gouvernements disent que c'est des catastrophes naturelles, mais combien de temps après pour pouvoir indemniser ces personnes-là pour qu'ils puissent se remettre à flot, par exemple, reconstruire des maisons, refaire autre chose. Deuxième chose, troisième chose, excusez-moi, quand on parle de règlement climatique ou du changement climatique, peu de gens savent ce que c'est. Ça veut dire quoi exactement? Si je vous demandais, vous, M. Makosso, c'est quoi le changement climatique, le règlement climatique, vous me direz quoi? Vous avez raison. L'objectif, évidemment, de cette application, c'est déjà de sensibiliser l'opinion publique. De sensibiliser tout le monde pour qu'ils puissent savoir ce que c'est et quelles sont les conséquences du changement climatique et que ça touche surtout ces pays-là, première chose. Deuxième chose, de mettre en place des alertes qui permettent aux personnes de savoir que il y a par exemple une inondation en mettant en place avec donc, les météos qui arrivent de tel degré, préparez-vous, etc. pour qu'ils ne soient pas surpris, qu'ils se préparent peut-être à se protéger ou à se déplacer parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des morts. Et ça, on l'a mis en place et ce projet a été présenté donc, la première fois donc, à l'UNESCO. Donc l'UNESCO l'a validé en disant que c'était un très très bon projet. Ensuite, on a été donc à la francophonie aussi, qui l'a validé. Et j'ai même été invité à Nantes il y a récemment pour mettre en place, le présenter comme étant les actions, les meilleures actions à Nantes. Et en dernier lieu, c'était en novembre dernier, pendant donc le COP 22. Et encore, ce qui m'a fait plaisir par rapport à cette application, c'est que ça a été élu parmi les 100 meilleurs projets qui ont eu un impact l'année dernière dans le monde. Donc je me dis, c'est quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, ce genre de projet, quand on les met en place pour, d'abord, premièrement, les locaux, aucun gouvernement, je veux dire, aucun ministre, aucune autorité ne répond. Mais ceux qui en profitent, c'est en majorité ceux d'autres pays qui en profitent pour pouvoir mettre en place chez eux. Voilà. Lors de la COP21 ici à Paris, la COP22 à Marrakech, on a vu des Africains vent debout en fait, pour revendiquer aux pays occidentaux qui, eux, polluent le plus, une partie de l'aide nécessaire à ce que ces pays-là se préparent et parfois répondent aux conséquences que vous avez décrites tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que les pays africains, notamment les locaux, comme vous dites, sont préparés pour ce fameux dérèglement climatique, ou bien ils découvrent au jour le jour? Y a-t-il des stratégies, au moment où vous nous parlons ici, qui existent pour prévenir en fait ces catastrophes quand on voit l'état de déforestation, que ce soit en Afrique centrale, quand on voit ce qui se passe dans d'autres coins du monde? Franchement, non. Franchement, non. Moi, j'ai été déçu par COP 22 Marrakech. à Marrakech, parce que je pensais qu'après COP 21,
toutes les décisions qui ont été prises, où on disait il fallait faire ça, on a pris des décisions, oui, on va y s'appliquer et qu'on arrivera à faire quelque chose, et que COP22 c'était le bilan de ce qui était fait donc en une année pour voir ce que ça avait donné, et ça n'a rien du tout donné parce qu'on est encore revenu à se poser la question, oui, je vais faire des efforts. Oui. Alors, quand à chaque fois on arrive à dire que je vais faire des efforts, donc il n'y a rien. Encore le fait était qu'en un an, il fallait faire un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait pendant un an? Rien. On n'a pas fait grand-chose. Et dans un pays, par exemple, prenons le cas du Congo, précisément, qu'est-ce que le Congo a comme programme exact, précis, pour pouvoir lutter contre ce genre de choses? Alors moi, je peux vous répondre finalement. Je peux vous répondre parce que Denis Sassou Nguesso, qui était à Marrakech, le président congolais, a annoncé la mise en place d'un fonds bleu pour aider les forêts du bassin du Congo. Donc c'est déjà là un début de stratégie, M. Malikassi. Je veux bien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que les gouvernements prennent toujours des décisions pour dire oui, il faudrait qu'on fasse ceci, mais pour passer à l'acte, ça prend du temps, ça prend des années. Je dis que c'est pas bon, c'est très bien, mais dans combien de temps cela ça va être mis en place? C'est juste ça. Entre-temps, le fait qu'on dise oui, le fond bleu est là, et que, est-ce que la déforestation, est-ce que les pluies, les inondations vont s'arrêter? Le plus important, c'est ça. C'est de pouvoir secourir, par exemple, les personnes qui sont dans les besoins, là, dans l'immédiat. Donc, on leur porte donc l'aide et du secours, et ensuite, on pourra mettre en place les grands fonds. C'est mon point de vue. Voilà, c'est un point de vue qui tient, Malikassi. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous croyez, vous, aujourd'hui, que l'avenir, parce que quand on vous entend de la littérature au climat, en passant par l'éducation et même sur la bibliothèque lumière, est-ce que vous croyez que l'avenir du continent africain passe désormais, inévitablement, par ces technologies qu'il faut s'y désapproprier si on veut rattraper plus ou moins les autres pays? J'ai un aveu à vous faire. L'avenir de ce continent passe, oui, par ce continent-là, par une nouvelle technologie. Et, sans se tromper, à l'heure actuelle, l'Afrique est en passe de pouvoir rattraper et même dépasser un certain nombre de continents qui étaient en avance dans le domaine de nouvelles technologies. Les pays comme le Nigeria, le pays comme l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ce sont des pays qui sont très en avance par rapport à ça. Aujourd'hui, par exemple, il y a de plateformes d'achat et de vente en ligne qui existent déjà dans ce genre de pays. On fait tous les paiements par téléphone, on va en banque par téléphone, on paie ses factures par téléphone, on fait tout par téléphone. Et même la pharmacie se fait par téléphone dans ce pays-là. Ce qu'en Occident ou dans d'autres pays occidentaux, on ne fait pas. Et il y a énormément de jeunes qui sont formés dans les nouvelles technologies. Donc, ça passe complètement. Et l'Afrique aussi, c'est un pays où il y a une pénétration incroyable dans le domaine du support téléphone mobile. Oui. Beaucoup de gens ont ça. Et ça donne la possibilité aux jeunes, c'est un secteur qui permet aux jeunes de pouvoir se réorienter, de pouvoir trouver du nouveau, de trouver du travail. Il y a énormément, il y a des hackathons, en fait, ce sont des ateliers qui permettent aux jeunes de pouvoir créer des applications ou de l'emploi. Ça se passe beaucoup. Dans les pays moteurs, par exemple en Afrique francophone, c'est le Sénégal. Si vous partez au Sénégal, vous avez l'impression que vous vous retrouvez dans un Silicon Valley francophone. Maintenant, il y a d'autres pays qui sont à la traîne, où il faut toujours batailler pour y arriver, où ça n'arrive jamais. Par exemple, le Congo-Brazzaville. Par exemple, le Congo-Brazzaville. On ne va pas se quitter sur une note aussi pessimiste, Malikassi. Aujourd'hui, quelle serait votre actualité dans les jours qui vont arriver? Alors, avant de pouvoir parler de l'actualité, je voudrais parler d'un fait qui est important. On a parlé donc du Congo-Brazzaville où il y a toujours un peu du pessimisme. D'un fait important en ce qui concerne donc la plateforme de musique en ligne. On est en phase de signer un contrat de partenariat avec une chaîne de télé, une compagnie téléphonique, je ne sais pas si on doit citer les noms ou pas, qui permettrait de pouvoir vendre de la musique directement sur le téléphone portable. Ce qui est déjà une chose importante dans ce domaine-là. Donc il y a des portes qui s'ouvrent, mais ça s'ouvre. Donc c'est maintenant aux créateurs de venir vous voir pour proposer leurs services et derrière vous ferez tout pour que cela soit bien capitalisé. Tout à fait. Voilà. Et en ce qui concerne donc l'actualité, c'est tout simplement le printemps de poètes et aussi le marché de la poésie et le salon du livre de Paris qui va arriver bientôt.
dans le domaine de la culture. Donc on vous verra dans ces différents endroits. Je serai dans ces différents endroits en tant qu'éditeur et aussi en tant qu'auteur. Voilà, ce sera l'occasion pour nous de vous revoir et de vous entendre et surtout de vous lire. Malik Kassi, merci. Merci beaucoup, Sir Makosso, merci beaucoup Nzana TV de m'avoir accordé cette occasion de pouvoir parler de mes activités. Voilà, ça a été un plaisir pour nous. Merci à Nkokumunga Kosso, merci à vous aussi, toujours aussi nombreux, à accompagner les programmes de Zana TV. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.